Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Gouget, je suis analyste ESG, je fais de la stratégie pour les sociétés de gestion et de la stratégie notamment sur tout ce qui touche à la finance durable et aux nouvelles réglementations. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur comment construire une politique ESG. Cette vidéo s'adresse particulièrement à tous les collaborateurs de sociétés de gestion qui veulent mettre en place une politique ESG ou qui ont déjà une politique ESG et qui veulent peut-être l'améliorer ou avoir de nouvelles idées. Dans cette vidéo, on verra pourquoi il est important de créer une politique ESG et ensuite comment on la construit. Pour la construire, on verra qu'il y a plusieurs étapes. Comprendre les valeurs internes de la société de gestion et les combats qu'elle a envie de mener, créer une charte d'exclusion, créer une grille de notation ESG, ensuite se poser la question de est-ce qu'on exclut ou pas les mauvais élèves qui sont notés via cette grille de notation, et enfin comment on intègre la politique ESG au sein du processus d'investissement actuel. On va déjà énoncer pourquoi il est important de créer une politique ESG. Pour moi, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a un besoin réglementaire. La réglementation le demande de plus en plus et on le voit notamment à travers les nouvelles réglementations, par exemple la SFDR. Ensuite, il y a un besoin du point de vue des investisseurs qui veulent investir en étant cohérents avec leurs valeurs. Ensuite, il y a un besoin de répondre aux devoirs des sociétés de gestion. Les sociétés de gestion participent au financement de l'économie réelle. C'est à travers le financement qu'on peut avoir un impact et qu'on peut réussir à changer les choses. Il y a un besoin en matière de gestion du risque, puisque prendre en compte des caractéristiques ESG, c'est aussi prendre en compte le risque et donc l'appréhender et se couvrir contre différents risques. Enfin, il y a un besoin d'alignement. Les sociétés de gestion doivent s'aligner entre elles pour ne pas être en retard vis-à-vis de leurs concurrents. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet et voir comment construire une politique ESG. Je vous l'ai dit, on va voir plusieurs étapes. Quelles sont les valeurs internes de la société de gestion? Comment on crée une charte d'exclusion? Comment on crée une grille de notation ESG? Est-ce qu'on exclut ou pas les mauvais élèves vis-à-vis de cette notation et de cette grille? Et enfin, comment on intègre la politique ESG au sein du processus d'investissement. Je vais prendre comme exemple une mission sur laquelle j'ai travaillé avec une société de gestion pour créer une politique ESG. Premièrement, on va parler des valeurs internes et des combats que la société de gestion a envie de mener. Alors cette étape paraît superflue, mais elle est très importante et pour moi elle est presque primordiale. Il est très important de comprendre les valeurs de la société de gestion, qu'elles soient communes ou individuelles, afin d'adapter la politique ESG aux valeurs de la société de gestion. Adapter la politique ESG aux valeurs de la société de gestion va permettre qu'elle soit utilisée par les équipes et que les équipes la fassent vivre. Une politique ESG doit vivre, et c'est-à-dire elle doit évoluer et s'améliorer au fil du temps. Pour qu'elle s'améliore et pour qu'elle soit prise en compte par les équipes et par les collaborateurs, elle doit être cohérente avec leurs valeurs. C'est pour cette raison qu'il est très important de comprendre les valeurs internes de la société de gestion. Dans mon exemple, lors de ma mission avec la société de gestion, on a mené des entretiens individuels pour mieux saisir quelles étaient les valeurs individuelles et communes de chacun. À présent, étape 2, construction d'une charte d'exclusion. J'ai lu énormément de rapports sur des sociétés de gestion et énormément de chartes d'exclusion. On retrouve à 99% des cas la même charte d'exclusion qui exclut les secteurs très controversés comme la vente d'armes ou encore le développement du clonage. Pour moi, une société de gestion doit personnaliser cette charte en incluant des secteurs dans lesquels elle aurait identifié des risques de durabilité majeurs. Par exemple, elle pourrait se dire qu'elle exclut d'ores et déjà le secteur du charbon ou le secteur de l'automobile thermique. Par exemple, un fonds qui voudrait se faire labelliser ISR, pour moi, si la démarche est sincère, devrait d'ores et déjà supprimer certains secteurs et s'interdire d'investir dans certains secteurs, comme encore une fois le secteur du charbon. L'étape la plus importante, comment construire une grille ESG? Déjà, on se pose la question de est-ce qu'on note ou pas? J'ai vu beaucoup de rapports et on retrouve certains rapports où on a des indicateurs très pertinents mais qui ne servent pas à une notation. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'a pas de notation. Et pour moi, il est très important de chiffrer les choses pour qu'on puisse identifier des points d'amélioration et des challenges à relever dans le futur. Le fait de chiffrer, ça nous laisse comprendre très facilement est-ce que l'entreprise s'est améliorée et d'où elle est partie. Étape 2, quelle est la pondération des piliers? Je vous rappelle, les piliers, c'est le E, environnemental, S, social et G, gouvernance. Souvent, le pilier gouvernance est le pilier le moins pondéré. Pour moi, il est le moins pondéré parce que la gouvernance, sans parler de risques extra-financiers, est déjà regardée par les investisseurs depuis toujours. On prend déjà en compte la qualité de la gouvernance au sein d'une structure. En termes de pondération, encore une fois, il faut que celle-ci soit cohérente avec les valeurs de la société de gestion. Lors de ma mission, on a mis en place une grille de notation ESG où la pondération du S était la plus importante. Elle était à hauteur de 50%. Pourquoi? Parce que la société de gestion portait une grande importance à la gestion des salariés. Elle portait aussi une importance à aider les entreprises à s'améliorer, à les accompagner et à les aider à grandir. La pondération peut être prise en compte dans la méthode de notation très facilement. Il n'y a pas forcément besoin de faire un calcul très compliqué. Si on veut surpondérer un point, il suffit tout simplement d'ajouter plus de questions sur ce point-là que sur un autre point.
Par exemple, mettre sur 10 indicateurs, mettre 5 questions pour le S, 3 pour le E et 2 pour le G. Forcément, on a directement la surpondération du S vis-à-vis des deux autres. On va maintenant parler des indicateurs. Quels indicateurs on prend en compte et combien? Alors déjà, encore une fois, j'ai lu beaucoup de rapports ESG et de grilles de notation et de méthodes de notation. J'ai vu des grilles qui prenaient en compte plus de 120 indicateurs. Si tous ces indicateurs sont très bien collectés, ça peut être très pertinent. En revanche, je me suis souvent fait la remarque, qu'est-ce que j'ai retenu de ce rapport ESG? Et c'est souvent assez confus. J'ai pas forcément réussi à ressortir des points d'amélioration ou des challenges à relever pour le futur, des points forts, des points faibles. Je pense qu'il est très important que de ce rapport et de cette grille ressortent des points clés à retenir. Ma conviction, c'est dans un premier temps de relever des indicateurs pertinents, mais à un nombre limité, c'est-à-dire une dizaine ou vingtaine d'indicateurs, qui auraient été sélectionnés en fonction des risques de durabilité les plus importants que la société de gestion aurait identifiés. En ce qui concerne ces indicateurs, ils peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Par exemple, un indicateur quantitatif pour l'environnement pourrait être la quantité de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère, ou encore la surface totale occupée par les sites de production de la participation. Ces indicateurs quantitatifs doivent être assez fermés pour que les participations donnent des réponses de même nature. Par exemple, pour que toutes les entreprises répondent une quantité de GES en gigatonnes par euro de chiffre d'affaires, par exemple. On a ensuite des indicateurs qualitatifs. Un indicateur qualitatif, ça peut être: qu'avez-vous mis en place pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre? Et à cette question, on mettra plusieurs niveaux de réponse qui permettront à la participation d'identifier son niveau. Pour le pilier S, social, on a des questions qui reviennent souvent: taux d'absentéisme, taux d'accident, féminisation de l'effectif ou encore heures de formation par an. Pour le G, on retrouve des caractéristiques assez similaires comme la féminisation du conseil d'administration ou encore le nombre de controverses ou le nombre d'amendes. Alors en dernière partie de la construction de cette grille ESG, on retrouve la méthode de notation. Alors il y a beaucoup de méthodes de notation qui existent. Il y a quasiment autant de méthodes de notation que de sociétés de gestion qui ont une politique ESG. C'est parce que cette méthode de notation, elle est assez subjective. Chaque société de gestion peut l'inventer ou la calquer sur une autre société de gestion par exemple. L'entreprise en 2020 a émis X gigatonnes de CO2, on lui fixe un objectif en 2021 de réduction de 10%. Si elle atteint ces 10% en 2021, on lui donne la note de 100 sur 100 ou de 10 sur 10. Elle a atteint 100% de l'objectif, donc elle a la note maximale. Si elle avait atteint la moitié, alors on aurait pu lui donner que 5 sur 10 ou 50 sur 100. Ça peut être une méthode de notation. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube de Raise, la société de gestion Raise, qui explique quelle est leur méthode de notation et je la trouve très intéressante. Une autre méthode de notation peut être d'établir des niveaux en fonction des réponses données par la participation. Par exemple, lors de ma mission, on a mis en place un système d'échelle, un système de niveau de réponse. À la question: qu'avez-vous mis en place pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre? La réponse 1 était: nous ne faisons rien, alors que la réponse 5 était: nous mesurons, nous fixons des objectifs et nous les atteignons. Donc on voit qu'une entreprise qui aurait donné la réponse 1 est au niveau 1 sur 5. Ça veut dire qu'elle a 20% de l'objectif idéal qui est la réponse 5. Si elle a 20% sur une base de 10, alors elle aura 2 sur 10 à cette question. Si c'est sur une base 100, elle aura 20 sur 100. On fait comme ça pour tous les indicateurs, pour les 10 indicateurs qu'on a sélectionnés avec la société de gestion dans mon exemple, et on obtient la note moyenne de la participation en termes d'ESG. On passe maintenant à l'exclusion ou non des sociétés en fonction de leur notation via cette grille. Pour moi, il n'est pas forcément pertinent d'exclure les sociétés en fonction de leur note, en tout cas pour un fonds classique. En revanche, une société de gestion qui voudrait avoir un fonds labellisé, ISR ou Greenfin, ou encore un fonds catégorisé 8 ou 9 d'après la SFDR, aura peut-être raison d'exclure certaines sociétés, et devra même le faire. Pour un fonds classique, je pense qu'il est plus pertinent que cette société de gestion accompagne l'entreprise dans son amélioration, plutôt que l'exclure directement, puisque les sociétés ont quand même besoin de financement, et notamment de financement pour s'améliorer. Des financements, justement, pour transiter vers des activités plus durables. On va parler maintenant de la partie qui est peut-être même la plus importante, qui est l'intégration de la politique ESG au sein du processus d'investissement. En pré-investissement, je pense qu'il est déjà important de commencer à énoncer ces thématiques avec les entrepreneurs. D'ailleurs, c'est souvent vu d'un très bon œil de leur part, puisqu'ils se sentent accompagnés dans la démarche. On va commencer à énoncer ces thématiques, notamment en donnant le questionnaire ESG, qui permettra de faire la note, qui permettra de faire le constat, et on pourra d'ores et déjà identifier des challenges à relever pour le futur. Ensuite, pendant l'investissement, il est important de fixer des objectifs, fixer un planning prévisionnel. Lorsqu'on investit dans une entreprise, si elle donne la réponse 1 qui est: nous ne faisons rien en termes de mesure de nos émissions de gaz à effet de serre, on va lui demander par exemple dans un an d'être au niveau 2 qui va être: nous mesurons nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le planning prévisionnel d'amélioration de l'entreprise.
et c'est pendant l'investissement. On va créer en fait une sorte de business plan extra-financier, de la même manière qu'on crée un business plan financier, et on va regarder les résultats réels vis-à-vis du business plan et comparer et voir quelles améliorations ont été atteintes ou pas. Est-ce que les objectifs ont été atteints ou non? Le fait de créer un business plan extra-financier permet un réel suivi des améliorations de l'entreprise. Ensuite, en post-investissement, on va voir qu'il y a plusieurs intérêts à avoir fait et mené ce suivi et cette amélioration avec la participation. Déjà, la société de gestion pourra revendre potentiellement à un multiple plus élevé. Ensuite, elle va se donner une image de société de gestion qui accompagne les entreprises dans leur amélioration. Et enfin, la participation vendue pourra potentiellement se refinancer à un coût moindre. Vous l'aurez compris au terme de cette vidéo, la création d'une politique ESG est devenue un must-have pour les sociétés de gestion. C'est aussi une opportunité pour les sociétés de gestion de saisir tous les risques de durabilité auxquels ils s'exposent, mais aussi potentiellement de bénéficier d'un multiple plus élevé et aussi d'avoir une image de société de gestion qui aide les entreprises à s'améliorer et qui les aide à transiter vers une économie plus durable. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail que vous retrouverez directement dans la description et je vous dis à bientôt.